Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici ce que domine l'actualité. Le président de la République est de retour depuis hier soir à Abidjan. Alassane Ouattara était à Paris pour prendre part au sommet sur le financement des économies africaines éprouvées par la pandémie de Covid-19. La rencontre a décidé de la mise en place d'un soutien financier massif aux pays africains. C'est un poste de police qui va contribuer à renforcer la sécurité à Kong. Le ministre de la Sécurité, Wagonde Diomandé, le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara et plusieurs autres membres du gouvernement présents à l'inauguration du premier commissariat de la ville. C'est aussi un dispositif de lutte contre le terrorisme dans cette partie du pays. Une visite qui l'inscrit dans une vision d'élargissement des sillons tracés par Félix Houphouët-Boigny et Maurice Yameogo. Le ministre de la Réconciliation nationale poursuit son séjour au Burkina Faso. Kwadjoko Nambertin s'est entretenu avec la communauté ivoirienne sur les questions d'actualité liées à sa mission. Il appelle au vivre ensemble. Et puis en Birmanie, des forces de l'armée de l'indépendance du Kachin ont attaqué ce samedi des positions militaires dans la ville de Katim, dans le nord-ouest du pays. Ce sont des rebelles d'une minorité ethnique opposée à la junte au pouvoir. L'attaque marque une nouvelle avancée pour ces hommes dans le pays. Le 18 mai de chaque année marque la journée internationale des musées. Ce samedi est donc une belle occasion pour évoquer la question. On fera le tour de la production, la conservation et la valorisation de l'art visuel dans le pays. Disons tout net, l'industrie muséale, la réalité en Côte d'Ivoire. Une personne ressource pour en parler, c'est notre invité de la page culture, professeur Yacouba Konaté. Bonsoir. Vous êtes enseignant de philosophie, critique d'art, directeur des expositions à la Rotonde des Arts et au musée Adama Toungara d'Abobo. Professeur, est-ce qu'on peut dire que l'art visuel en Côte d'Ivoire est en panne? Pas du tout, vraiment pas en panne. C'est vrai qu'il y a des problèmes à résoudre, notamment au plan des infrastructures, mais les artistes sont de plus en plus nombreux et de plus en plus brillants. Et au plan international, la destination se porte très très bien. D'accord, professeur. Vos recherches sur l'art visuel, votre solide expérience dans la culture de façon générale nous intéresse. On en reparle dans quelques instants seulement. Le temps de vous dire que le chef de l'État a regagné Abidjan ce vendredi après avoir pris part au sommet sur le financement des économies africaines à Paris, la capitale française. Le président de la République, Alassane Ouattara, a été accueilli à son arrivée par le Premier ministre Patrick Kachin, des membres du gouvernement et du cabinet présidentiel ainsi que par la hiérarchie militaire. La rencontre a décidé de la mise en place d'un soutien financier massif aux pays africains. Elle a permis de poser les bases d'un nouveau cycle de croissance sur le continent. Je vous propose d'écouter le président de la République. Je rentre de Paris où j'ai pris part à l'invitation du président de la République française, Emmanuel Macron, au sommet sur le financement des économies africaines le mardi 18 mai 2021. Ce sommet a été précédé d'un dîner d'échange le lundi 17 au soir, qui a duré assez longtemps pour essayer d'évoquer de manière informelle et sans donc vraiment formalité les questions de fond que nous devrions discuter le mardi 18. Au cours du sommet, nous avons examiné plusieurs questions essentielles relatives à la mobilisation des financements importants et innovants en faveur des pays africains pour la vaccination accrue des populations contre la COVID-19, ainsi que pour la relance économique de nos pays. En effet, le Fonds monétaire international estime que jusqu'à 285 milliards de dollars de financement supplémentaire seraient nécessaires aux pays africains sur la période 2021-2025 pour renforcer la réponse apportée à la pandémie Covid-19. Sans une action collective, le financement et les objectifs du programme de développement durable de l'horizon 2030 des Nations Unies et de l'agenda 2063 de l'Union africaine seraient compromis. C'est pourquoi nous avons décidé d'agir ensemble
pour proposer un plan de soutien financier substantiel pour donner une impulsion à l'économie des pays africains. Dans l'immédiat, la priorité absolue est de vaincre la pandémie. Et à cet égard, certains États, tels que la France, ont décidé de mutualiser leurs efforts pour permettre un accès équitable aux vaccins, aux traitements et aux moyens de diagnostic sûrs et abordables en Afrique. Nous nous proposons d'accélérer en particulier avec le secteur privé la production en Afrique de vaccins et le transfert des droits de propriété intellectuelle ainsi que le savoir-faire. J'ai demandé au Premier ministre de prendre la tâche de la Société financière internationale, la SFI, pour que la Côte d'Ivoire fasse partie des pays qui demanderont à ce que la fabrication du vaccin se fasse en Côte d'Ivoire. Donc nous demandons que la Côte d'Ivoire, qui a déjà le centre de Grand Bassam, puisse faire partie des pays à sélectionner pour la mise en place de structures pouvant fabriquer donc le vaccin, d'autant plus que nous sommes très avancés et nous avons fait des investissements importants au niveau de l'Institut Pasteur. Plus généralement, la conférence a décidé de mettre l'accent sur le développement du secteur privé, qui est le socle du développement de nos économies. La conférence a appelé à soutenir, comme lors de la crise financière de 2009, l'allocation de droits de tirage spéciaux du FMI d'un montant de 650 milliards de dollars, dont près de 33 milliards pour le continent africain. Nous avons insisté pour qu'il y ait plus de solidarité et surtout que le continent africain puisse bénéficier de montants additionnels et aussi que les discussions puissent se poursuivre pour mettre à la disposition du continent 100 milliards de dollars au lieu de 33, qui seraient prélevés en partie sur les allocations des pays développés qui jouissent d'une situation confortable de réserves de change telles que l'Union européenne, la Chine, les États-Unis, le Japon et d'autres pays. Enfin, nous nous sommes mis d'accord pour poursuivre l'initiative de suspension de la dette jusqu'à fin 2021. Cette décision, je pense, sera prise au cours des prochaines semaines à l'occasion de la rencontre du G20. Alors, il s'agit d'adopter une approche différenciée et des mécanismes de soutien pour permettre aux pays avec une dette soutenable, c'est le cas de la Côte d'Ivoire, ayant accès aux marchés internationaux de capitaux, de mobiliser des ressources longues et à des taux d'intérêt plus faibles. Les pays africains ont par ailleurs plaidé pour un déficit plus important dans le financement de leur économie pour la lutte contre la pandémie du Covid-19 et le terrorisme. En prélude au sommet sur le financement des économies africaines, j'ai participé à un mini-sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, notamment pour permettre à la Banque ouest africaine de développement de pouvoir avoir accès à une allocation de DTS. J'ai également eu des entretiens avec mes homologues Kaïs Saïed de Tunisie, Cyril Ramaphosa d'Afrique du Sud et Mbandao, président de la transition du Mali, ainsi qu'avec la directrice générale du FMI, Mme Kristalina Georgieva, le directeur général des opérations de la Banque mondiale, M. Axel Van Trosberg, et le président de la Commission de l'Union africaine, M. Moussa Mahama Faki. Alors, ces entretiens ont été l'occasion de passer en revue les relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et les pays respectifs, ainsi qu'avec, bien évidemment, les institutions de Bretton Woods
et la Commission de l'Union africaine et d'évoquer les questions régionales et internationales. Au cours de mon séjour, j'ai également assisté aux obsèques du président fondateur de Jeune Afrique, M. Béchir Ben Yamed, qui est décédé il y a quelques semaines et qui a apporté une grande contribution au développement de l'Afrique et surtout, je crois, à l'émancipation des jeunes de notre continent. Alors, pour conclure, je peux dire que ce sommet a été un grand succès. Bien sûr, ce sont des promesses pour le moment, non seulement pour notre pays, mais également pour toute l'Afrique, et donne de bonnes perspectives pour accélérer la relance de nos économies. Il a permis aux chefs d'État et de gouvernement ainsi qu'aux institutions financières internationales de réfléchir ensemble sur la problématique de financement des économies africaines et de proposer des solutions durables et innovantes pour le développement du continent africain. Il y avait au total une vingtaine de pays africains, dont les 5 pays du G5 Sahel. Donc c'était une bonne représentation au niveau donc, du continent. Le président de la République s'est aussi prononcé à son arrivée sur les violences contre les Nigériens. Voyons un extrait de son intervention sur la question. Je voudrais d'abord féliciter le Premier ministre, le gouvernement et les grands commandements pour leur prompte réaction et dire à nos frères nigériens, et comme tous les frères africains et même les populations vivant en Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire est une terre d'hospitalité et que ce genre de situation ne devrait plus se reproduire. Je crois que les premières enquêtes ont déjà donné des indications, mais nous poursuivrons. Et ce genre de situation sera sévèrement puni. Et bien sûr, je compte sur vous, en matière de communication, de faire comprendre que la Côte d'Ivoire a changé depuis 10 ans. Nous ne sommes plus dans une situation à essayer de trier entre les populations qui vivent en Côte d'Ivoire. L'essentiel, c'est que les uns et les autres respectent les lois de la République, travaillent et apportent leur contribution à l'évolution de notre beau pays. Donc je suis sûr que les grands commandements, la défense, la sécurité sous l'autorité du Premier ministre, prendront toutes les dispositions, mais je demande que la justice aille vite et que toutes les personnes identifiées soient donc dénoncées et soient donc bien sûr traduites devant la justice. Et il y a déjà les premiers résultats de la justice. Incitation au trouble et appel au meurtre. Nawa Fofana jugé en comparution immédiate hier vendredi et le COP de 5 ans de prison ferme et 2 millions d'amendes. Elle séjourne depuis hier à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Cette dame et bien d'autres ont été interpellés dans cette affaire qui a suscité les violences dans plusieurs communes contre les Nigériens. Les comédiens Maman et Boukari réagissent. Les deux artistes entreprennent depuis les débuts une campagne de sensibilisation pour apporter, sinon appeler les populations ivoiriennes et nigériennes à l'apaisement et à la cohésion. Ils étaient sur le plateau de ce 13h avec Ayman Guivé. Voici un extrait. Au nom de tous les Nigériens qui n'ont pas ce privilège que j'ai de ne pas avoir été touché par ces événements, je me devais de réagir et surtout de dire que la Côte d'Ivoire n'a pas changé. Ce n'est pas à cause d'une minorité qu'on va changer notre sentiment envers ce pays qui nous accueille. Au Niger, on accueille beaucoup d'Ivoiriens. Et moi, je travaille avec plein d'humoristes. Le Parlement du Rire est là pour le rappeler. On oublie nos nationalités. On est juste des frères. Donc on est africains et il faut continuer à vivre cette Afrique qu'on nous construisons, ce panafricanisme-là. Ici, pas dépassé même par l'événement. Je ne savais pas que l'île était Nigeria. Au plus on s'est suivi, on est venu. Franchement, si c'est pas aujourd'hui, on travaille ensemble. Hein. Il y a longtemps, on travaille ensemble, mais je n'ai jamais su qu'il était nigérien. C'est quand il a parlé, déjà, il a fallu qu'on vienne au journal pour que je sache que tu es nigérien. On va repartir ensemble. Voilà, donc je suis là, en tout cas, pour dire que c'est vrai ce qu'il a dit. Parce que parmi nous, les Ivoiriens, il y en a d'autres qui ont épousé des Nigériens, des femmes Aoussa.
et qui ont des enfants. Regarde ce qui s'est passé comme ça là. Si c'est pas que les autorités ont fait vraiment mains efforts pour arrêter ça, tu t'imagines où ça va arriver? Si les Nigériens eux aussi disent qu'ils ont fait enfant avec les Ivoiriens, ils vont faire comment? Ils vont diviser les enfants landais pour partir avec pour eux et puis laisser pour nous là? Non, ça ne peut pas se faire. Donc pour ça, il ne faut pas toujours se fier aux fake news. Quoi? Les fake news. D'accord. Il faut partir aux bases de l'information. Il faut aller à la base de l'information. Il faut aller à la base de l'information avant d'agir. Voilà pour le renforcement de la coopération entre les États. Le ministre de la Réconciliation nationale séjourne justement à Ouagadougou, la capitale burkinabé, depuis 2 jours. Après avoir rencontré le Moro Narba, il s'est entretenu avec la communauté ivoirienne. Kouadio Konan Bertin a décliné les axes de sa mission de rassemblement des Ivoiriens. Il exhorte à la cohésion sociale et rigorer à notre envoyé spécial. C'est une rencontre ivoiro-ivoirienne qui se déroule à l'ambassade de la Côte d'Ivoire au Burkina Faso entre la communauté ivoirienne et son ministre en charge de la réconciliation nationale. Une tribune plus qu'importante pour ces enfants de la Côte d'Ivoire qui vivent ici depuis plusieurs années. Pour la plupart, ce sont des opérateurs économiques. Ils ont tout arrêté ce jour pour échanger avec Kouadio Konan Bertin, une rencontre de vérité, sans langue de bois. Kouadio Konan Bertin dit qu'Akabe a parlé franchement à ses compatriotes. Il les a rassurés de la disponibilité du président Alassane Ouattara à tout mettre en œuvre pour une réconciliation vraie et durable. Le ministre de la Réconciliation nationale a aussi dit son engagement à bien accomplir sa mission en étant au service des Ivoiriens de tous bords. Quand vous avez la chance d'avoir le premier responsable du pays, chef suprême des armées, le chef de l'État, qui est dans une telle disposition d'esprit, mes chers amis, mais il faut avancer avec lui. C'est une belle opportunité qu'il faut saisir et avancer. Mais on ne peut pas ramer à contre-courant parce qu'on ne peut pas rester tout le temps, malheureusement, dans la belligérance, dans la défiance. Il faut quand même, à un moment donné, on aille vers le compromis. Vers le compromis qui sauve, qui stabilise. Le Burkina Faso compte une forte communauté ivoirienne sur son territoire. Ils sont plus de 25 000 Ivoiriens qui vivent dans ce pays. Et ici en Côte d'Ivoire, c'est le tout premier commissariat de la ville de Kong. Le poste de police inauguré en présence de plusieurs membres du gouvernement. Sa construction a coûté plus de 342 millions de francs CFA et il permettra de relever tous les défis sécuritaires de la localité. Le reportage de Kader Sogodogo. 32 bureaux, 9 violons, environ 6 000 mètres carrés, plus de 342 millions de francs CFA d'investissement. Kong a désormais un commissariat. Il est inauguré ici par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé, en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Il est la volonté du président de la République, Alassane Ouattara, de doter l'ensemble des localités du pays d'infrastructures sécuritaires modernes qui répondent à leurs aspirations. La mise sur pied effective de la zone opérationnelle du Nord, dont le PC Nord-Est est basé ici même, à Kong. Ce dispositif est désormais soutenu par un commissariat de police qui sera dans votre quotidien. En effet, la police est avant tout une force de proximité, dont la première arme est la complicité avec la population. Elle sera à vos côtés. Pour le premier magistrat de Kong, ce commissariat mixte vient pour accompagner le développement de sa cité. Kong est une ville en pleine croissance démographique, avec un afflux permanent et constant de populations dans la région. Kong est également en plein essor de développement, avec la présence des différents services décentralisés de l'administration. Les seules structures de sécurité dans la région ne suffisent plus aux attentes des populations dont les exigences en matière de protection se révèlent de plus en plus pressantes et justifiées. C'est pourquoi l'ouverture du commissariat de police mixte de Kong est pour le conseil municipal un vecteur, voire un support indéniable de développement économique, social et humain.
Kafolo et d'autres localités du département de Kong sont confrontés ces derniers temps à des attaques terroristes. Ce commissariat mixte et même la venue du ministre de la Sécurité sont prometteurs. Nous sommes confrontés à un défi sécuritaire d'une autre nature et nous pensons que très rapidement, avec les bonnes nouvelles qui nous ont été annoncées par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, il y aura un détachement de la police qui sera axé sur la lutte contre le terrorisme en partenariat bien entendu avec les autres forces de défense. Le premier commissaire de police de Kong se nomme Jean-Baptiste Nzi. Il a été présenté aux populations et leurs invités, au nombre desquels les ministres Adama Diawara et Amadou Koulibaly. Au niveau de la formation, les compositions pour l'ENA ont démarré ce samedi. Il s'agit de la phase de présélection du concours direct de l'École nationale d'administration pour la rentrée 2022. Ce sont plus de 3000 candidats retenus qui ont composé aujourd'hui pour le cycle supérieur. La ministre de la fonction publique, Anne Désiré Ouloto, entend crédibiliser les différents concours administratifs sur lesquels planent des soupçons de fraude selon certains candidats. Logoretti, Alexis Oudraogo. Moi, mes enfants ont passé des concours, mais bon, jusque-là, il n'y a pas un qui travaille d'abord. Aujourd'hui, on n'a plus confiance. Quand les gens lancent les concours, il y a des personnes qui veulent présenter les concours, mais ils ont peur. Il faut d'abord que le candidat me fasse confiance. Il faut que sa famille fasse confiance au gouvernement de Côte d'Ivoire. C'est un nouveau contrat de confiance que le gouvernement veut établir avec les candidats des concours administratifs de la fonction publique. La raison, nombreux sont ceux qui ne croient plus en ces concours. Je connais des frères qui ont passé le concours, qui ont payé, qui ont eu des personnes qui sont venues vers eux, qui ont proposé une somme. Et lorsqu'ils ont déboursé la somme, ils ont eu le concours. On a donné l'argent, on dit qu'il y a un monsieur qui est à la déco. Là, on a donné l'argent, après il est rentré en bourse à cet argent et on est resté comme ça. Pour d'autres, pourtant, le travail reste encore la clé du succès. Moi, je n'ai pas eu d'écho sur de l'argent à verser. Je dirais que c'est Dieu qui m'a fait la grâce de pouvoir réussir à ce concours-là. C'est dans cette diversité de réactions que s'ouvre ce samedi la phase de présélection du concours du cycle supérieur de l'ENA, l'École nationale d'administration. Pour cette phase de présélection, il compose dans 4 matières. Une épreuve de culture générale, une épreuve d'aptitude verbale, une épreuve de logique et une épreuve d'anglais. Il s'agit juste d'un test. 3431 candidatures validées pour cette première étape qui en sélectionnera 1000 pour au final un peu plus de 60 places disponibles. Mais l'ENA est une école d'élite. Il y va de l'image de notre administration. Si nous voulons d'une administration compétitive, il nous faut avoir les meilleurs à l'ENA. J'encourage les jeunes, les Ivoiriens, à y croire, à s'organiser pour être à la hauteur de ce que nous attendons d'eux à ces compétitions-là. Ce sont des compétitions. Elles se préparent. Elles se préparent moralement, elles se préparent intellectuellement, elles se préparent psychologiquement. Et justement, pour garantir la crédibilité des concours, un comité d'éthique vient d'être mis sur pied. Ce comité éthique qui a pour ambition de remettre les valeurs au cœur de la fonction de service public, de mettre des principes de responsabilité, de redevabilité, de transparence. Imaginez qu'on puisse payer pour entrer à l'ENA, pour entrer à la fonction publique. Ce n'est pas acceptable. Et donc nous mettrons des garde-fous. Nous ferons en sorte que nos collaborateurs soient plus prudents, plus rigoureux, plus attentionnés également, de manière à ne prendre aucun risque, à ne laisser aucune faille dans notre mode de fonctionnement. Anne Désiré Ouloto lance un appel aux candidats et à leurs parents. Il faut éviter de penser qu'avec l'argent, on peut tout. Celui à qui vous payez, ça ne vous garantira même pas que votre enfant rentrera à l'ENA. Donc j'en appelle à la responsabilité de tous, et des parents,
et des candidats et des acteurs internes. Toutes ces actions s'inscrivent dans la vision du chef de l'État qui entend garantir l'équité pour tous les citoyens désireux d'intégrer la fonction publique. Et au niveau de la santé, il y a cette augmentation des prestations des cliniques privées dès janvier 2022. C'est ce qui ressort de la conférence de presse de l'association du secteur. Le président de l'organisation appelle à la satisfaction de certaines revendications. Il plaide pour la création d'une autorité de régulation. Dangui. La Côte d'Ivoire compte plus de 2000 structures sanitaires privées, dont 70% exercent dans l'illégalité. Selon une étude de l'Association des cliniques privées de Côte d'Ivoire, ACPCI. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse sur la marche de ce secteur. Pour le président des cliniques privées, le secteur est au bord de l'asphyxie. En 1998, il fallait que les prix changent. Ça n'a pas changé. En 2009, il paraît que les prix changent. Ça n'a pas changé. Mais en 2009, je vous ai montré une lettre du ministre qui me dit que les prix doivent changer. Ça n'a pas changé. En 2018, quand on a tout bouclé avec la ministre qui était là à l'époque, on a changé juste de ministre. Le nouveau qui est arrivé a sorti un document, il dit que ça ne doit pas appliquer. Mais dans ça, là, qui souffre? Qui en pâtit? Ce sont les entreprises privées qui, elles, ne peuvent pas du tout rentrer dans leurs fonds. Devant les difficultés financières que connaît le secteur, beaucoup de cliniques privées ont fermé, à en croire le président qui fait des propositions au gouvernement pour donner un peu d'oxygène aux cliniques privées de Côte d'Ivoire. L'État sait que nous l'accompagnons dans sa mission de service public. Elle ne peut pas nous facturer au point de vue, une taxe au point de vue de la fiscalité comme une entreprise ordinaire. Tout ce qui est taxe supplémentaire, si on peut les lever, on le lève. La patente, tout ça doit être levé pour pouvoir permettre de faire baisser les coûts. Il faut qu'on trouve la formule pour subventionner la santé. Les cliniques privées représentent 51% du système de santé ivoirien selon l'ACPCI qui plaide par ailleurs pour l'institution d'une autorité de régulation des activités du secteur de santé en Côte d'Ivoire. Dans l'actualité politique ce soir, la direction exécutive adjointe du RHDP chargée des élections lance ses activités. Elle met l'accent sur la préservation des données et la redynamisation des cellules. Des initiatives soutenues par les militants, on le voit avec Ahmed Traoré et Jean-Marc Diadji. La problématique de l'archivage des données électorales, la redynamisation, le renforcement et l'implantation des CGL, entendez, cellules de gestion des élections. Deux thèmes au cœur de la rentrée politique de la direction exécutive adjointe du RHDP en charge des élections. L'objet de ce rendez-vous est de récolter toutes les données relatives aux élections passées pour une analyse fine et en dégager les perspectives. Des spécialistes de géographie, de sociologie politique, souvent, rien qu'en lisant les archives électorales, peuvent se projeter pour dire ce parti évolue ou il régresse par endroit et puis peuvent voir les raisons pour lesquelles le parti avance ou régresse. Et puis les corrections peuvent être apportées. Donc si vous n'avez pas les données électorales bien archivées, vous ne pouvez pas vous projeter. Donc nous avons décidé de bien traiter cette question. Les cadres et élus présents à cette rencontre rassurent à la fois la base et la direction du RHDP. Ils s'engagent à faire des CGL, cellules de gestion des élections, un outil de conservation du pouvoir pour les échéances à venir. Dans le reste de l'actualité, en Birmanie, des forces de l'armée de l'indépendance du Kachin ont attaqué ce samedi des positions militaires dans la ville de Kamti, dans le nord-ouest du pays. Ce sont des rebelles d'une minorité ethnique opposée à la junte au pouvoir. L'attaque marque une nouvelle avancée pour ces hommes dans un pays plongé dans le chaos depuis que la junte militaire au pouvoir. Après le pouvoir le 1er février, est placée en détention l'opposante Aung San Suu Kyi. Et puis voilà, c'est l'heure de votre rendez-vous de tous les samedis soirs avec la culture. La
La Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays, a célébré ce jeudi la journée internationale des musées. Un jour pour sensibiliser la société civile sur les musées comme un moyen important d'échange culturel, de coopération et de paix entre les peuples. Cette 44e édition met l'accent sur l'avenir des musées. Issa Tionayo. Le musée est une institution permanente qui acquiert, conserve, étudie et expose et transmet le patrimoine matériel et immatériel de l'humanité et de son environnement à des fins d'études, d'éducation et de délectation. Depuis 1977, une journée lui est dédiée. Ainsi, chaque 18 mai, la journée internationale est célébrée à travers le monde. C'est le musée des civilisations du Côte d'Ivoire au Plateau qui accueille la célébration cette année. Il nous appartient à tous de faire en sorte que les groupes s'approprient les musées, les fréquentent, les protègent par les bonnes pratiques. Que ces groupes donnent leur point de vue dans la programmation, bref, prennent une part active dans leur vitalité pour les établir et les réinventer. À travers le monde, c'est le Conseil international des musées, ICOM, organe consultatif de l'UNESCO, qui est chargé de l'organisation de cette journée. Le président national de cette représentation situe les enjeux de cette commémoration. Cette journée représente un moment unique et solennel pour la communauté muséale internationale. Ce jour-là, les musées planifient des événements créatifs et des activités. Les musées dialoguent avec le public. Rendant cette journée plus que jamais nécessaire, la culture doit se réinventer et les musées doivent se réinventer en raison de cette pandémie. L'accessibilité des musées au grand public reste un défi majeur, selon la ministre de la Culture et de l'Industrie, des Arts et du Spectacle. Les musées sont les lieux spéciaux, ils sont des cadres privilégiés de méditation, de médiation de notre génie artistique, technique, civilisationnel. Ils témoignent de la mémoire de nos peuples, ils sont un pont entre les différentes civilisations. Partout dans le monde, l'on salue leur rapport indéniable à la fraternité des cultures. La ministre Arlette Badou Nguessan Kwame indique que son département continuera d'assurer le développement de ses actions au profit des musées nationaux en renforçant la politique de numérisation des collections existantes. On retrouve notre invité de la page culture, le professeur Yacouba Konaté. Il est enseignant de philosophie, critique d'art, directeur des expositions à la Rotonde des Arts et au musée Adama Tungara d'Abobo. Alors, professeur, parlons d'abord de la fréquentation. On constate que la plupart des visiteurs sont des étrangers de passage en Côte d'Ivoire qui visitent les musées. Pourquoi il n'y a pas d'intérêt local? Alors, je pense que c'est un constat juste. L'intérêt local manque parce que les nationaux croient connaître à fond les objets qu'ils sont supposés aller voir sur place. Et l'autre chose, c'est que nous ne sommes pas toujours arrivés à créer une plus-value qui donne aux expositions une valeur en tant que telle. Donc je pense que tout ça, c'est lié aussi au déficit d'intérêt global que ces institutions connaissent. Et je pense que si on doit relancer la machine, il faut vraiment réfléchir premièrement au contenu et à la manière de montrer ces contenus pour les rendre plus attractifs et puis pour pouvoir construire de vrais récits autour de ces objets. Alors, vous pensez peut-être que le problème se trouve au niveau de la production, au niveau qualité comme quantité? Ce n'est pas seulement ce problème, c'est aussi le problème des personnes qui vous vendent en quelque sorte la marchandise. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de visiter Gorée, le mémorial à Gorée. Au Sénégal, il y avait un présentateur culte, M. Ndiaye, qui à lui seul valait le déplacement. C'est-à-dire on n'allait pas seulement pour voir cette maison des esclaves, mais on allait pour voir quelqu'un qui était en lui-même un patrimoine. Donc je pense que nous avons besoin aussi de gens qui ont une capacité de récit telle que quand ils vous présentent un objet, tu as l'envie d'en savoir davantage et que tu en parles autour de toi, indépendamment même de la valeur intrinsèque des objets.
parce que l'objet a besoin d'être valorisé. Il peut être valorisé par le musée, mais il peut être aussi valorisé par les guides conformes. Il y a toute cette problématique-là qu'il faut reprendre en compte. Mais j'insiste aussi à nouveau sur la question de la scénographie. Si vous allez voir un objet qui est toujours fixé au même endroit, sans effet, sans interrogation, évidemment, l'objet va vous apparaître dans une sorte de platitude. Mais si on le met en valeur, si on le met en situation, en ce moment-là, peut-être qu'il va vous parler. Donc, je pense que c'est tout ça qu'il faut apprendre à réélaborer. D'accord. Alors, sur la question des musées, Issa Tunayo revient sur l'intérêt des musées en Côte d'Ivoire. On va regarder son reportage et on se retrouve tout de suite. Le musée est une institution permanente sans but lucratif au service de la société et de son développement. En Côte d'Ivoire, les musées sont beaucoup plus culturels. Ce sont les garants de la tradition ivoirienne, de sorte qu'en plus des chefs et rois traditionnels, ils conservent encore les vestiges des premières têtes couronnées qui ont conduit leur peuple en terre ivoirienne. En clair, les musées retracent l'histoire du pays. Ils demeurent et restent des sources pour l'ensemble de la population. Eu égard à leur importance, les musées sont pour les élèves et étudiants les meilleurs endroits pour des recherches et l'approfondissement de leurs connaissances. Le pays en compte 7. Le musée de la civilisation du Côte d'Ivoire, le plus vieux, créé en 1942 par Hubert Deschamps, ancien gouverneur du Côte d'Ivoire. Le musée national des costumes du Grand Bassam, créé par Bernard Belin-Dadier, le 30 avril 1981. À l'intérieur se dresse une importante collection de costumes traditionnels de toutes les régions du pays. Le musée des armes du Kangalieni, contenant l'histoire militaire, créé en 1993. Le musée Benjé des Aranou, situé dans l'indigné Joablin. Il est créé en 1968 et se situe à 45 km au sud-est d'Abengourou. Le musée du parc Mplousoué de Bonois, créé en 1981 sur initiative du conseil municipal de cette ville. Le musée Peleforo Bonkoulibaly à Korogo est le dernier né. Le musée d'art contemporain Adama Tungara d'Abobo. Le défi majeur de tous ces musées reste le taux de fréquentation. La journée internationale des musées est donc une opportunité pour les experts du domaine de sensibiliser au mieux les populations sur l'importance de ces édifices. Sur la production, professeur, la Côte d'Ivoire connue de grands noms, dont le plus fameux, on peut le dire, c'est Christian Latier. D'ailleurs, il avait une sculpture de 1,5 tonnes qui retraçait les arches de la Côte d'Ivoire, qui a été créée in situ en 1972 à l'aéroport d'Abidjan. Est-ce qu'on sait ce que ça devient aujourd'hui? Alors, la sculpture, Dieu merci, est désormais depuis le 25 février au musée Adama Tunkara d'Abobo. Mais c'est une histoire longue et douloureuse, en ce sens que lorsque l'aéroport... Cette sculpture a été née avec les nouvelles installations de l'aéroport d'Abidjan en 1972. Et en 2001, vous savez, il y a eu des travaux. Elle a été jetée pour compte qu'une grande partie du patrimoine de Latier qui était là-bas a été complètement détruit. Et grâce à l'architecte Sosa, qui était aussi l'architecte du palais de verdure du palais de la culture, j'ai été alerté. Et le premier site qu'on avait trouvé pour cette sculpture, c'était en bas d'un des escaliers. Vous pouvez voir cette image du palais de la culture. Ensuite, on a cru qu'à la Bibliothèque nationale, la sculpture serait en meilleure position, sauf qu'un jour, on nous appelle pour dire qu'elle a été jetée dehors. Elle est sur le gazon en train de pourrir. À l'époque, j'étais au Massa et je l'ai récupérée pour la cacher un peu au Massa. Et ensuite, quand le Massa a déménagé, j'ai dû trouver un autre site. Aujourd'hui, elle fait 5 tonnes. Cette sculpture, vous pouvez la voir. Et on l'a restaurée. C'est pour vous dire aujourd'hui que se battre, pendant que nous sommes en train de poser le problème du retour des chefs-d'œuvre de l'art de Côte d'Ivoire qui sont à l'extérieur, on ferait mieux de s'occuper davantage des grandes pièces, des chefs-d'œuvre qui sont sous nos pieds et qu'on dédaigne alors que... Justement, ça m'amène à poser la question sur cette question d'actualité. Comment le pays s'organise pour recevoir ces différents ouvrages? Est-ce qu'on a précisément une idée de ce qu'on doit recevoir aussi? Oui, ce travail est fait.
Le ministre Bandama, en 2018, a énoncé 15 000 pièces vraiment réparties. On sait qu'il y en a plus de 4 000 au Quai Branly à Paris. Il va falloir trouver aussi un endroit où les mettre. Oui, ça c'est un problème, je pense, qui revient d'abord au pouvoir public en tant que tel. Les initiatives comme celle du président Adama Tounkara Bobo, c'est des initiatives privées. Et son objectif, ce n'était pas d'accueillir les collections de Côte d'Ivoire qui vont venir un jour ou l'autre. Et à mon avis, il faut aussi poser le problème, interroger toutes les solutions possibles pour savoir quelles sont les solutions qui nous conviennent le mieux. Je veux dire qu'il y a eu des options qui ont été prises par les Sénégalais. Les Béninois ont pris une autre option. Nous, en tant que Côte d'Ivoire, il faut qu'on sache quel est notre intérêt, mais ne pas avoir de position figée sur la question. Alors, est-ce qu'on a des nouvelles, par exemple, d'une statue de la fertilité du pays Sénoufo, qui s'est finalement retrouvée aux États-Unis? Dernièrement, on a vu des vidéos sur la toile. Vous avez des nouvelles? Vous avez suivi les traces? Ah bon, elle est à Philadelphie. On sait qu'elle est toujours très courue et qu'elle semble produire toujours ses effets, c'est-à-dire faciliter les conceptions d'enfants pour les femmes qui sont dans son environnement. Mais moi, je pense que justement, votre question m'amène à esquisser une proposition qui est qu'aujourd'hui, c'est très bien de se battre pour que les œuvres reviennent, mais c'est très important aussi, me semble-t-il, d'avoir une idée précise de tous les endroits où nos objets sont pour entrer dans des sortes de pourparlers pour que la Côte d'Ivoire, en tant que pays de ces sculptures qui sont connues et reconnues et qui ont un certain taux de fréquentation, puisse être intéressée aux recettes générées par ces œuvres là où elles sont. Donc moi, je suis plutôt de cette prise de position aujourd'hui. Bien entendu, quand des objets arrivent et qu'on a les conditions de les accueillir, c'est merveilleux. Mais il faut vraiment comprendre qu'un objet qui est parti, ce n'est pas le même objet qui nous revient. C'est comme nos enfants. Quand son enfant va pendant 20 ans, 30 ans à l'étranger, quand il te revient, c'est une autre personne. Et donc, il faut savoir aussi, il faut aussi comprendre que en Europe, dans les grands musées où ils sont, il y a une plus-value qui est liée à ce que j'appelais tout à l'heure la valeur d'exposition. Et quand les objets vont venir, il y a un risque de perdre de cette aura et qu'on ne saura pas rétablir parce que c'est... l'un de mes maîtres, Walter Benjamin, disait qu'une œuvre d'art qui a été vue 10 000 fois, ça se voit. Dès que tu la vois, tu sais qu'elle a été vue et revue. Mais une œuvre d'art qui a été vue 10 millions de fois, si elle vient ici pour être vue seulement 3 000 fois dans l'année, on peut se poser la question de quelle est l'utilité. Donc, il faut vraiment réfléchir si c'est ce que nous voulons, ou alors est-ce qu'il ne faut pas entrer dans des logiques plus dynamiques, plus réflexives, de telle sorte à ce que partout où une œuvre ivoirienne va se retrouver, que nous, en tant que Côte d'Ivoire, on soit intéressés par le résultat. Maintenant, si on a les moyens de les faire venir dans des conditions optimales, votre reportage disait tout à l'heure à juste titre que les musées sont désaffectés. Il ne faut pas tabler seulement sur les publics captifs des écoles. Il ne faut pas compter seulement sur les écoles pour remplir nos musées, encore que c'est utile. Mais je pense que les parents eux-mêmes doivent comprendre que c'est très bien d'aller à Sini. Et de voir aussi d'autres choses. Merci, professeur. On s'arrête ici pour ce soir. Je voudrais juste dire que pour moi, les arts font partie des valeurs supérieures de la civilisation et que tout le monde doit apprendre à vivre, à se nourrir de cette nourriture intellectuelle et culturelle. Merci, professeur Konaté Yacouba, l'invité de la page culture. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Ce soir, le sage nous apprend qu'un homme sans culture ressemble à un zèbre sans serrure. Dieu le voulant, on se retrouve demain.